Taubira, Bonjour Madame Rouet. merci d'être là avec nous ce matin. Qu'est-ce que c'est l'éloquence? C'est une qualité, c'est un art, c'est quoi? C'est d'abord c'est de l'expression, donc c'est une adresse à l'autre, c'est une relation avec l'autre, l'autre pouvant être les autres, parce qu'en général l'éloquence s'exprime dans un rapport public avec beaucoup de monde en face. Donc l'éloquence, c'est une forme d'expression qui contient à la fois la rigueur de la démonstration, parce que on reconnaît l'éloquence surtout lorsqu'une personne est dans une situation d'argumentation. Donc il y a la rigueur des arguments, du raisonnement, et puis il y a la légèreté du verbe, la beauté des expressions, la musique, le ton. Donc voilà, l'éloquence c'est ça. Alors ça, c'est ma définition, elle n'est pas scientifique, parce que depuis de très très nombreuses années, même des siècles, on a réfléchi, on a défini la rhétorique, on a défini l'éloquence. Donc il y a des définitions beaucoup plus classiques, plus normatives que la mienne, plus conservatrice peut-être aussi, mais voilà comment moi je la définirais. Donc cela suppose que dans l'éloquence, il y a la franchise, il y a le respect de l'auditoire, il y a le souci de convaincre, mais ce respect entraîne que dans ce souci de convaincre, il y a de la franchise, il y a de la vérité, il y a, même si la vérité est très complexe, elle ne se scinde pas en un milieu par une médiane très droite, mais il y a un souci de vérité, de clarté. J'espère que les candidates qui concourront demain vous écoutent, Christiane Taubira, puisque vous donnez quand même un certain nombre de, pour le coup, qualités et critères requis afin d'être élue meilleure orateur, meilleure oratrice en l'occurrence, puisqu'il s'agit demain de femmes. Exclusivement. Exclusivement, tout à fait, nous allons y revenir. Victor Hugo, dans Les Contemplations, disait « Guerre à la rhétorique et paix à la syntaxe, s'élevant contre le conformisme de la parole ». Il n'y a pas de conformisme quand on est vraiment éloquent, Christiane Taubira? Alors d'abord, il y a la question de la rhétorique, parce que la rhétorique suppose, et c'est aussi cela depuis des siècles, la rhétorique suppose le souci. Alors on reprend Gorgias, évidemment, avec Socrate. La rhétorique suppose, et Callicas, par exemple, la rhétorique suppose, suggère en tout cas, suggère la ruse, le détour, la tentative de convaincre davantage par la parole, par l'éblouissement, par la confusion aussi. Bon, donc oui. Le Pour politique apprend certains, plutôt la guère rhétorique, à la et rhétorique. l'éloquence. Je ne sais pas si le politique apprend quelque chose. En tout cas, ceux qui apprennent se mettent plutôt en situation, je pense, de fausseté vis-à-vis des autres. Je pense qu'une personne peut être éloquente sans forcément avoir une très grande fluidité. Une personne peut être éloquente si elle parvient à exprimer des idées claires, qu'elle le fait avec conviction, qu'elle peut s'emparer de quelques éléments tangibles, concrets, pour démontrer que sa conviction peut être partagée, sans que ce soit voilà, un lyrisme absolument extraordinaire ou absolu. Donc je pense que c'est un débat permanent entre la rhétorique et l'éloquence, et les jeunes femmes qui ont été sélectionnées dans un processus à la fois transparent, rigoureux, et sans doute très très attentionné, parce que lorsque les femmes, parce que la Fondation des femmes a ce souci, c'est un concours Gisèle Halimi, il faut se hisser, pas à la hauteur de Gisèle Halimi, mais il faut se hisser à la hauteur de l'ombre de Gisèle Halimi. Et donc le processus de sélection a permis, je pense que nous nous en rendrons compte demain. Moi, je n'ai pas participé au processus de sélection, donc demain, je serai en totale ouverture, en totale disponibilité, en totale curiosité. Mais je pense que ces femmes auront l'art, parce que vous savez que la forme est diverse, hein, elles peuvent jouer, elles peuvent chanter, elles peuvent parler. Donc voilà, je pense que d'une certaine façon, il y a comme une réappropriation. Les femmes, là, dans cette opération, reprennent l'éloquence parce Qui qu'on était ne réservé pense aux hommes? pas, on ne pense pas à elles, en général. Lorsqu'on évoque l'éloquence, on ne pense pas en général aux femmes. On va vous citer plus facilement des exemples d'hommes.
Ça, c'est une Et tradition française. historiquement, à travers le temps, ça n'est pas une tradition française, c'est la réalité des sociétés françaises, européennes Ça n'est pas que et français, vous voulez d'ailleurs. dire. C'est une réalité, c'est que ce sont les hommes qui, en général, occupent l'espace public, que ce sont les hommes qui, plus massivement, ont l'opportunité de s'exprimer. Ce sont les hommes qui se saisissent de sujets collectifs, de sujets publics, et les traitent en public. Donc, historiquement, sur le nombre, il y a effectivement beaucoup plus d'hommes, mais il y a très longtemps que nous savons qu'il y a des femmes, y compris dans des domaines réservés aux hommes, des domaines scientifiques. Je pense à Hypatia, donc par exemple, bon voilà, ça fait des siècles on sait qu'il y a des exemples de femmes qui ont été absolument brillantes dans des matières, dans des domaines, les sciences par exemple, réservés aux hommes, et qui s'expriment en public et qui s'expriment avec éloquence, y compris sur ces matières-là. Ce concours est un concours fait pour dénoncer les abus et les dérives sexistes par le verbe. Pensez-vous qu'en dehors de se réapproprier l'éloquence quand on est une femme, Christiane Taubira, une femme pourrait être plus forte si elle sait dénoncer les abus, puisqu'on parle de mouvement de libération de la parole. La libération de la parole ne peut aller sans une forme d'éloquence. Est-ce qu'une femme se sentirait même plus forte si elle savait convaincre par les mots? Alors, toutes les femmes n'ont pas, heureusement, la mission de convaincre par les mots. Les avocates ont la mission de convaincre par les mots, comme les avocats d'ailleurs. Mais pas les mots creux, pas les mots inutiles, pas les mots superflus, pas les mots enflés, par les mots justes, par les mots précis et par les mots qui se raccrochent à des choses, à des événements, à un contexte, à un processus, par des mots qui font sens. Donc les femmes qui sont en situation de convaincre, évidemment, si elles maîtrisent les mots, si elles sont en mesure de partager ces mots-là, elles sont plus fortes, mais surtout, elles apportent une force au service d'autres femmes. Mais on ne peut pas demander à chaque femme, au quotidien, comme on ne peut pas le demander à chaque homme, d'être fort. Chacun d'entre nous a sa force intérieure, et c'est une force qui nous accompagne et qui nous aide dans notre vie quotidienne et dans nos rapports aux autres, et surtout face aux épreuves auxquelles nous pouvons être confrontés. Mais vraiment, on ne peut pas mettre sur les épaules de chaque femme d'être forte et de s'atteler à maîtriser les mots pour faire respecter ses droits et ses libertés. Donc nos droits et nos libertés sont inscrits dans notre Constitution, sont inscrits dans la Charte européenne, sont inscrits dans des conventions internationales, et ces droits et ces libertés doivent être respectés, même si nous sommes très faibles, surtout si nous sommes très faibles, surtout si nous sommes très vulnérables, et même si nous ne sommes pas sympathiques d'ailleurs. Christiane Taubira, puisqu'on parle des femmes, quel regard portez-vous aujourd'hui sur ce mouvement qui est un mouvement mondial? Je pense tout simplement à deux actualités du moment. Le fait que dans le nouveau gouvernement espagnol de Pedro Sánchez, 11 femmes soient présentes au gouvernement sur 17, donc il y a seulement 6 hommes. Les femmes sont majoritaires dans son nouveau gouvernement. Et puis ces marches contre le sexisme au Chili qui prennent une ampleur très importante. Avec quel regard regardez-vous ces deux actualités, juste pour en citer deux? Moi, je dirais de toute façon, c'est une anomalie, la situation des femmes dans le monde au XXIe siècle. C'est une anomalie, y compris ici. C'est-à-dire qu'on en soit encore avec des lois qui disent il faut l'égalité des salaires, qu'on en soit encore avec des lois qui disent il faut que, gentiment, par étape, 20%, 40%, à telle échéance, on atteigne la participation des femmes à des conseils d'administration de grandes entreprises. C'est une anomalie. Nous sommes plus de la moitié de l'humanité. Nous appartenons à l'espèce humaine. Qu'est-ce qui justifie, à part juste voilà, ce fait de nature, qu'est-ce qui justifie que, même en ayant les mêmes compétences, même en ayant très souvent de meilleures compétences, de plus grandes capacités, simplement par le fruit de l'histoire, hein, l'oppression, la domination, ça vous oblige à être meilleur, ça vous oblige à forcer les choses, ça vous oblige à vous surpasser, ça vous oblige à être au niveau 15 quand on demande le niveau 8. Donc voilà, de ce fait-là, souvent les femmes sont davantage en capacité de faire et de donner, et juste parce que femmes, elles sont moins bien payées. Donc c'est ça l'anomalie. Et tout le reste, ce sont voilà, des tentatives de rétablissement, ce sont des
des circonstances de remettre de la justice. Voilà, c'est tout le reste vient corriger. Tout le reste vient corriger l'anomalie centrale qui consiste à constater que les femmes sont écartées de toute une série de métiers, notamment du pouvoir décisionnaire, qu'elles sont opprimées, qu'elles sont considérées comme des choses, comme des objets, qu'elles sont considérées comme mineures encore dans des textes de loi. Donc voilà, donc lorsqu'il y a 11 femmes sur 17 dans un gouvernement, il n'y a pas de raison ni de s'en étonner, ni de s'en réjouir, ni de féliciter ceux ou celles qui auraient pris cette décision. Moi, je parie que de toute façon, elles sont meilleures que 11 hommes qu'on aurait mis au même poste, qu'elles feront mieux. Et puis d'abord, si elles font moins bien, ça ne doit pas retomber sur l'espèce. Voilà. Quand un homme fait moins bien, on ne condamne pas toute la gent masculine. Donc voilà, alors ça ne veut pas dire qu'elles sont extraordinaires toutes et qu'elles feront des merveilles, ni d'ailleurs que je serai d'accord avec ce qu'elles feront ou ce qu'elles diront. Mais bon, voilà, elles sont à leur place, c'est tout. Christiane Taubira, il y a la question des inégalités fondamentales entre les hommes et les femmes, l'inégalité des droits, l'inégalité des chances, et puis la question des violences. Et le sexisme en fait partie. En ce moment, il y a un très fort débat, qui est un débat d'ailleurs lui-même violent, autour de la tournée de Bertrand Cantat, tournée sur scène à propos de son premier album solo, c'est le premier depuis sa sortie de prison. Et la question porte autour de la question de savoir s'il a le droit de se produire ou pas sur scène. Les associations féministes se sont mobilisées en disant notre société ne peut plus dénoncer d'un côté les crimes et la violence d'un homme, de l'autre célébrer ses talents comme si de rien n'était. C'est une question, et là je m'adresse aussi à l'ancienne garde des Sceaux que vous êtes, c'est une question qui est à cheval entre le droit et la morale. Certains disent il a purgé sa peine, d'autres disent il a une obligation morale de discrétion. Est-ce que vous avez un avis sur cette question-là ? Alors d'abord, je ne me sens pas tenue d'avoir un avis. Je pense, chaque fois que ce sujet ressurgit, parce qu'il est dans l'actualité depuis plusieurs mois maintenant, évidemment, je pense à Marie Trintignant et voilà, et mes épaules s'affaissent. Mes épaules s'affaissent. J'ai de la buée dans les yeux et j'ai la gorge serrée et j'ai la rage au cœur. J'ai la rage au cœur. Et puis après, évidemment, il y a des principes. Il y a effectivement, le fait qu'on ne peut pas être condamné à vie. Il y a de l'éthique, il y a de la morale, il y a tout ça, mais voilà. C'est très compliqué. Même en étant ancienne garde des Sceaux, d'abord, il ne m'appartenait pas de prendre des décisions de justice, ni de les commenter, ni de les faire exécuter, en tout cas, les faire exécuter au titre de l'administration pénitentiaire, bien entendu. Mais voilà, donc c'est douloureux. C'est l'immense douleur, la perte irréparable de Marie Trintignant. Et puis, c'est voilà, quel espace il reste à cet homme, parce qu'il reste un être humain, il reste une personne, mais c'est d'abord et surtout la perte irréparable de Marie Trintignant. Christiane Taubira, ces causes publiques qui sont les vôtres, qui ont toujours été au cœur de vos combats, vous les portez aujourd'hui d'ailleurs publiquement. Donc vous êtes la présidente d'un jury de concours d'éloquence contre le sexisme. Vous signez des tribunes sur les migrants, en défense des migrants. Alors où certains se demandent quoi faire quand on n'est plus ministre. Manifestement, vous avez vraiment trouvé votre voie entre littérature, on y reviendra tout à l'heure, et les causes publiques. Il est un homme que vous défendez en ce moment, qui est un réalisateur ukrainien, qui est emprisonné et condamné à 20 ans d'emprisonnement par un tribunal militaire russe pour sa participation aux émeutes de Kiev. C'est Oleg Sentsov. Et figurez-vous qu'Oleg Sentsov a été cité jeudi, avant le G7 à Charlevoix au Canada, qui a lieu en ce moment même, par le président du Conseil européen, Donald Tusk. Il a dit hier, dans une déclaration, à quel point il exhortait les leaders du G7 à lui apporter son soutien. Pouvez-vous nous dire juste un mot, d'abord d'Oleg Sentsov, de votre combat pour lui, et de la façon dont aujourd'hui des leaders européens ou mondiaux peuvent s'emparer de ce soutien, cette solidarité. Il fait une grève de la faim. Oui, il fait une grève de la faim depuis 3 semaines maintenant, même plus de 3 semaines, puisqu'il doit être au 26e jour à peu près. Donc c'est un cinéaste ukrainien
qui a contesté, comme des milliers de personnes, et des millions j'espère, et comme moi, et comme toutes les personnes qui considèrent qu'il y a un ordre du monde, aussi insatisfaisant soit-il, mais il y a un ordre du monde avec des pays, des frontières, des accords internationaux, des protocoles, et que tout cela doit être respecté, et qu'incontestablement la Russie n'a pas respecté cela vis-à-vis de l'Ukraine. Donc voilà, il conteste, comme de nombreux Ukrainiens. Il a été accusé de participer, de préparer un acte terroriste. Son principal accusateur a déclaré lui-même spontanément qu'il avait été soumis à la torture pour apporter témoignage contre Sentsov, et Sentsov a été condamné malgré cela. Il a été condamné donc à 20 ans de prison, et il est incarcéré en Sibérie dans des conditions climatiques difficiles. Il proteste, et sa grève de la faim, il l'a faite non pas égoïstement, il a décidé de la faire pour exiger la libération de tous les prisonniers politiques ukrainiens. Donc ils sont nombreux, effectivement, à être incarcérés avec des procédures judiciaires qui sont de façon assez évidente, assez manifeste, assez flagrante, plutôt contestable. Alors je ne confonds pas la Russie, ce grand pays qu'est la Russie, ce qu'elle représente dans le monde, ce qu'elle a apporté au monde, je ne confonds pas ça avec le pouvoir actuel qui manifestement domestique les institutions de façon à donner des sanctions judiciaires abusives contre des personnes, contre des citoyens. Mais vous pensez que la parole du président du Conseil européen peut avoir un effet réel aujourd'hui ? Sa parole est déjà l'expression publique d'un engagement et d'un soutien. Elle ne doit pas rester parole, parce qu'il y a des personnes qui n'ont que la parole comme outil, comme instrument, comme arme. Et puis, il y a des personnes, comme le président du Conseil européen, qui est à la tête d'une institution, qui doit avoir d'autres moyens de s'adresser au président de la Russie et de faire en sorte que la Russie, qui est un grand pays, qui est partiellement en Europe, qui est un immense partenaire, que la Russie se conforme quand même aux règles de base d'un État de droit, et notamment à une justice qui soit une justice juste et honorable. Que ce ne soit pas qu'un acte de rhétorique, mais pour reprendre votre définition tout à l'heure de l'éloquence, ce soit une vraie parole éloquente, avec la franchise qui va avec. Franche et efficace, il faut qu'elle le soit. France Culture, les matins du samedi, Caroline Brouet. Et il est déjà 8h33, Christiane Taubira sur France Culture. C'est l'heure de retrouver Mélanie Chalandon pour sa revue de la semaine. Bonjour Mélanie. Bonjour Caroline, bonjour à tous. Il a beaucoup été question naturellement des fake news cette semaine et de leur régulation. Mais au fait, de quoi parle-t-on quand on parle de fake news ? C'est la question posée par Nicolas Van Bremersch dans un article pour la revue Le Débat du mois de juin. Nicolas Van Bremersch, alias Versac sur les réseaux sociaux, est le fondateur de l'agence Spintank, spécialiste de longue date des questions numériques. Il plaide d'emblée pour l'abandon du terme de fake news, un concept, je cite, lui-même bien faux et mal fabriqué. Les fake news sont un piège, dit Van Bremersch, un piège tendu par Trump et ses alliés populistes, dont l'espoir est que s'installe la confusion sur la vérité. Et c'est pour cela, selon lui, qu'il ne faut pas en faire notre ennemi, car la bataille contre les fake news pourrait nous entraîner dans un clivage dangereux, un clivage entre ceux qui croient détenir le savoir, la rationalité, la vérité, et ceux qui leur opposent une autre vérité, plus en ligne, soi-disant, avec le vécu du peuple et de ses émotions. Conclusion, notre grand défi est d'accepter le chaos et le doute dans lequel nous sommes plongés. Cessons de vilipender les marchands du faux, dit Van Bremersch, et commençons à nous penser tous comme acteurs, médias et producteurs d'informations. Vérité du peuple contre vérité des élites. Une autre bataille se joue en ce moment au G7 au Canada, celle du protectionnisme contre la mondialisation, un conflit qui est au cœur du débat français. Oui, la revue Esprit consacre son numéro du mois de juin à cette notion de société ouverte, si chère à notre président. Société ouverte, Esprit a rajouté un point d'interrogation avec comme point de départ de la réflexion le mécontentement des peuples qui grondent. Jamais nous n'avons été forcés de battre en retraite sur notre ligne la plus reculée, écrivent Camille Riquier et Frédéric Worms, au point critique où furent prises les grandes décisions, le clos et l'ouvert. Mais il y a comme un malentendu, écrivent-ils, sur cette promesse de société ouverte, car pour eux, elle ne saurait, je cite, se réduire au libéralisme, surtout dans sa version extrême qui nourrit les guerres. Dans une tribune au Monde cette semaine, le sociologue Bruno Latour s'interrogeait lui aussi sur la tension entre ouverture et protection.
Plus une nation a profité de la globalisation, plus elle l'abandonne violemment, constate-t-il. Voyez les États-Unis et l'Angleterre. Alors progressistes ou populistes, pour Bruno Latour, les deux sont dans l'impasse. D'un côté, les progressistes sentent bien que la globalisation rencontrera bientôt ses limites, celles de la planète. De l'autre, les populistes doivent se rendre compte que l'État-nation, croupion d'une ancienne histoire, ne les protégera pas. Pour le résumer en une formule, dit Latour, on dirait qu'il existe d'un côté des peuples furieux d'être privés de sol et de l'autre un sol, hélas, privé de peuple. Le peuple et le sol, deux termes devenus toxiques que l'on associe trop souvent à la pensée réactionnaire, dit Latour. Il faut selon lui se les réapproprier d'urgence. Et du rejet de la mondialisation à la crise de la démocratie, on poursuit la réflexion décidément très présente dans les médias cette semaine. Oui, la Fondation Tocqueville organisait hier avec Le Figaro une conférence pour réfléchir à l'état de nos démocraties en Occident. 150 penseurs, français et étrangers, étaient réunis hier à l'ombre du château de Tocqueville dans la Manche. Tocqueville, qui, il y a près de 2 siècles, écrit Alexandre de Vecchio, faisait l'éloge de la démocratie libérale tout en montrant ses limites. Serait-elle atteinte aujourd'hui et de quelles limites parle-t-on ? Alors il était évidemment question d'immigration dans cette rencontre. Beaucoup d'intellectuels, écrit de Vecchio, voient dans l'immigration de masse, l'expression est de lui, l'une des principales causes de la percée des populismes. Pour Marcel Gauchet, la question est de savoir, je cite, comment articuler le droit individuel des migrants avec le droit collectif de la majorité qui veut l'arrêt ou du moins le contrôle des flux. Une fracture Est-Ouest se dessine sur cette question. Le politologue bulgare Ivan Krastev perçoit dans l'émergence des régimes autoritaires à l'Est un mécanisme de défense. En Pologne, en Hongrie, on parle désormais de démocratie illibérale. Le Monde des idées de ce week-end consacre justement une analyse en longueur à cette notion. Comme le résume l'intellectuel Farid Zakaria qui forgea le terme dans les années 90, les démocraties illibérales acceptent certes la compétition des urnes, mais elles privent, je cite, leurs citoyens des droits fondamentaux. Elles considèrent l'état de droit comme une faiblesse, analyse encore Jacques Rupnik. La Pologne et la Hongrie sont allées très loin dans cette logique. Intéressant, Christiane Taubira. Bravo, passionnant. Passionnant. Merci. Les féconds. Parce qu'il y a des tas de choses à l'intérieur. Bon, sur les fake news, par exemple, il y a la question de distinguer la sémantique de la dialectique, c'est-à-dire comment... Alors, la sémantique, c'est le mot. Moi, bon, les mots qui surgissent comme ça, moi, je pense effectivement que ne serait-ce que par réflexe de santé mentale, il faut s'en méfier, les scruter, les explorer. Et puis, bon, il y a la dialectique. Alors, qu'est-ce que c'est que, effectivement, la fabrication de l'information, le traitement de l'information, la prise en compte de l'information dans la fabrication de sa propre opinion ou dans son attitude au sein de la société. Donc voilà, ce sont des débats absolument passionnants. Il est intéressant que ça vienne d'un spécialiste du numérique, si j'ai bien compris, parce que ce sont des questions philosophiques vraiment hautement sulfureuses d'une certaine façon. Et puis tout le reste est absolument passionnant. Et puis vous avez une façon de présenter ces sujets lourds, complexes, difficiles et d'une certaine façon arides, avec tellement de légèreté que voilà. Éloquente, on a envie de s'y plonger. Merci Christiane Taubira. Sur la formule, Christiane Taubira, de Bruno Latour, par exemple. D'un côté, on a des peuples furieux d'être privés de sol et de l'autre, un sol privé de peuple. Et cette discussion sur société ouverte, société fermée, démocratie libérale, démocratie illibérale, est-ce que ce sont des questions que vous vous posez, sur lesquelles vous réfléchissez aujourd'hui, à la fois politiquement au sens très noble et très large du terme, et aussi comme citoyenne que vous êtes? Oui, j'y réfléchis profondément et en permanence, parce que cela irrigue, traverse les causes, les engagements que j'ai depuis de très nombreuses années. L'image me paraît justement pour le coup un peu rhétorique, et ça n'est pas péjoratif, ce que je suis en train de dire là. Ceux qui sont privés de sol ne sont pas furieux, ils luttent pour la vie. Ils essaient de renoncer à une mort immédiate et certaine en prenant le risque d'une mort probable néanmoins. Donc, il n'y a pas cette mise en miroir. Néanmoins, la question effectivement du rapport au territoire, du rapport au sol, et plus globalement, plus généralement, la question de la façon dont nous habitons la Terre. Pardon, je suis en train de reprendre un titre de mon dernier livre, Nous habitons la Terre, parce que je pense que c'est la question qui est posée à notre génération aujourd'hui. Comment nous habitons le monde? Le monde est partagé. La globalisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde est à la portée de tous, en principe, théoriquement. Il est juste à la portée de ceux qui en ont les moyens, de ceux qui peuvent décider comment va ce monde-là, de ceux qui organisent son désordre dans une apparence d'ordre et de ceux qui imposent les règles. Mais la réalité du monde, c'est que notamment les grands enjeux climatiques, c'est que notamment les activités économiques qui circulent beaucoup, c'est que notamment les spéculations, par exemple, sur les denrées alimentaires, tout cela fait qu'il y a de nombreuses personnes auxquelles on n'a pas pensé et qui, elles,
habitent le monde, c'est-à-dire circulent, quittent les lieux en guerre, les lieux de misère, les lieux de famine, etc. Et c'est cela que nous devons penser, parce que nous ne devons pas le penser comme un sujet théorique, nous devons le penser comme un sujet de gouvernance mondiale, comme un sujet où ce sont les instances multilatérales qui en ont les moyens, qui en ont d'ailleurs aussi la connaissance d'abord, parce que les données sont là, et doivent se retrouver pour apporter des solutions durables, de façon à ce qu'effectivement les peuples ne soient pas confrontés à ce choc d'arrivée de personnes qui n'ont pas le choix, mais qui constituent effectivement un choc pour les peuples qui les découvrent tout d'un coup, qui n'ont pas compris quand ça a commencé, pourquoi c'est comme ça, d'où ils viennent et ceux qui le recherchent. Donc, c'est la façon d'éviter que les gens soient furieux lorsqu'ils ont l'impression qu'on vient sur leur sol et de croire que ceux qui ont quitté leur propre sol sont des furieux, c'est que la politique s'en mêle et que la politique s'en mêle au niveau mondial. Christiane Taubira, sur la fatigue de la démocratie ou des démocraties, est-ce que vous avez le sentiment, comme certains le disent aujourd'hui, et on le voit dans les journaux à travers la revue de la semaine de Mélanie Chalandon, que la France est encerclée et qu'on est encerclé par des populismes, des nationalismes, de ce que certains appellent les démocraties illibérales? Qu'est-ce qu'on peut faire face à ça, nous, Français? Moi, je dirais davantage qu'on est travaillé, rongé, miné qu'encerclé, parce que ça nous grignote de l'intérieur. Mais ça n'est pas... Alors oui, la démocratie, elle vit son usure. Elle vit son usure parce qu'elle a cessé d'être un idéal. Elle est un fait. Elle est réalisée dans plusieurs parties du monde. Elle a perdu son charme, elle a perdu ses éclats. Du coup, ses vertus n'apparaissent plus, ses qualités, les garanties qu'elle apporte aux citoyens, aux citoyennes et aux citoyens n'apparaissent plus. Donc voilà, on a l'impression qu'il y a moyen de faire autre chose, et notamment, il y a quand même une demande d'autoritarisme. Notamment dans les populismes, il y a une demande d'autoritarisme. Il y a une demande... on peut dire de démocrature dans la mesure où ils voudraient quand même continuer à avoir le droit de vote, ils voudraient quand même pouvoir circuler largement, aller se balader quand ils peuvent, ils voudraient quand même avoir des libertés minimales, mais ils voudraient bien des femmes fortes ou des hommes forts au pouvoir qui prennent des décisions injustes, tant pis, si nécessité va faire loi, etc. Donc oui, nous sommes travaillés de l'intérieur, mais nous sommes travaillés, rongés de l'intérieur, minés de l'intérieur, parce qu'on n'apporte pas des réponses à la fois intelligentes et concrètes à des problèmes réels et objectifs. Parfois, les gens sont mesquins parce qu'ils ont peur de perdre le peu qu'ils ont. Ceci étant, il y a des gens qui ont encore moins et qui sont extrêmement généreux. Donc la vie humaine est heureusement très complexe. Donc oui, nous sommes... les démocraties doivent se ressaisir, se revigorer. Il faut que des femmes, des hommes dans les démocraties redonnent goût à la démocratie, redonnent envie de construire des sociétés où il y a des libertés, où il y a la conscience des divergences d'opinion, mais où il y a la volonté de vivre ensemble quand même, où on comprenne que les cultures, les civilisations se sont construites en donnant corps à des valeurs, et que parmi ces valeurs, il y a la solidarité, il y a l'hospitalité, il y a l'empathie, il y a l'attention aux autres. Ce sont des valeurs qui ont forgé des cultures et des personnalités, et que nous ne devons pas y renoncer, et que parfois ça nous demande des petits sacrifices, ça nous demande de perdre un petit peu, mais perdre un petit peu pour rester grand et beau et belle, parce que nous continuons à porter des valeurs et que nous sommes fidèles à ces valeurs-là. Ça vaut le coup de perdre un petit peu matériel pour gagner grand en spirituel, en sublime, en culturel, etc., en artistique, etc. Autant de ressources d'ailleurs qu'on trouve dans la littérature, que vous ne cessez de trouver, d'aller puiser dans les livres que vous aimez, y compris d'ailleurs chez certains écrivains que vous n'appréciez pas, avec qui vous discutez. C'est ce que vous faites dans Baroque Sarabande, votre dernier ouvrage, Christiane Taubira, avec Jack London, avec Borges, avec Alexis de Tocqueville. Vous expliquez, vous leur expliquez que vous les avez lus, parce que pas de censure, certainement pas, mais que vous n'êtes pas parmi les plus admiratifs de leur vie personnelle, de leurs convictions, par exemple. Justement, cette littérature, on la retrouve dans Baroque Sarabande, on la retrouve, pour revenir à notre discussion de tout à l'heure, on la retrouve dans la nouvelle campagne de sensibilisation de la Fondation des femmes à l'égard de l'éducation des garçons, puisque la voix d'Oxmo Puccino, sur une vidéo de 45 secondes, cite
des vers de Rudyard Kipling. Si tu es capable de regarder une femme sans qu'elle ait à craindre ton regard, tu seras un homme, mon fils. Comme quoi, toujours, littérature et politique sont liées. Oui, intensément et intimement, et heureusement. Heureusement d'ailleurs. Et la littérature sublime la politique. La politique, c'est bon, c'est littéralement, étymologiquement, c'est la vie dans la cité. Voilà, c'est organiser la vie dans la cité. La cité est devenue une métaphore, c'est notre société, c'est l'Union européenne, c'est le monde. C'est bon, voilà, c'est la vie ensemble dans les sociétés humaines. Donc la politique, c'est comment on organise. Donc il y a des tas de choses très prosaïques, hein, comment organiser le quotidien, comment organiser le travail, comment organiser la liberté dans l'espace public, comment organiser des tas de choses. Donc c'est très prosaïque et c'est la littérature qui peut sublimer ça. C'est la poésie qui peut sublimer ça. C'est la poésie qui peut revigorer le sang de la politique, c'est-à-dire l'envie de continuer à s'occuper de la vie de tous et de l'organisation pratique de la société. Donc là, ce poème que nous avons tous appris, je crois que tout le monde a appris ce poème, hein, on nous l'a infligé, il est très beau d'ailleurs. Il est très beau. Parfois, certains oublient même qu'il vient de Kipling. Oui, peut-être. On le cite comme ça. Voilà, il y a des gens qui connaissent des bribes et qui... donc, c'est très beau comme poème. Il peut y avoir des poèmes machistes magnifiques aussi. Hein. Il peut y avoir de très belles expressions grandioses sur la virilité, et l'homme qui domine et qui protège, etc. Il peut y avoir, je suis sûre qu'il y a des gens capables d'écrire des choses très belles comme ça. Ça ne veut pas dire que l'idée transportée est une belle idée. Dernière question, avant de passer dans le dernier quart d'heure de ces matins du samedi de France Culture, Christiane Taubira, demain, non seulement vous êtes la présidente du jury de ce concours d'éloquence contre le sexisme, mais demain, en Guyane, c'est aussi un jour important. C'est le 10 juin. Absolument. Quoi, le 10 juin, le 10 juin, c'est la commémoration de l'abolition de l'esclavage, la deuxième abolition, celle de 1848. Vous savez que dans chaque territoire des Outre-mer, qui sont des territoires qui ont connu la traite négrière et l'esclavage, il y a une date de commémoration qui est liée à un événement, par exemple une insurrection ou à une déclaration d'un très grand personnage, etc. Donc en Guyane, c'est le 10 juin et donc c'est un jour férié comme dans les autres départements d'outre-mer. Et puis à l'échelle nationale, vous savez que la loi de 2001 a fait du 10 mai une journée nationale de commémoration présidée par le président de la République normalement et qui permet que la République dise que la traite négrière et l'esclavage sont un crime contre l'humanité et rappelle en fait les conséquences aussi aujourd'hui encore de cette période très douloureuse. Donc en Guyane, effectivement, et il y a des professeurs d'histoire et de géographie qui ont fait un travail considérable et qui ont retrouvé notamment les noms des personnes qui ont été affranchies en 1848 et ont installé donc ce qu'elles appellent un totem. Je dis elles parce qu'elles sont majoritairement des femmes, donc les hommes, le féminin l'emporte sur le masculin là. Et donc elles ont installé un totem au jardin botanique à Cayenne. Et c'est une journée où il y a une cérémonie autour de ce totem. Cayenne, lieu où vous avez passé une partie de votre enfance. Oui, jusqu'au baccalauréat. Et puis bon, je continue à y aller. C'est chez moi, c'est ma terre, c'est ma forêt, c'est ma mer, ce sont mes rivières, voilà, ce sont mes oiseaux, ce sont mes guélingués, ce sont mes kayakous, voilà, donc allez, j'y vais régulièrement. On va passer à un sujet qui vous plaît beaucoup, Christiane Taubira, on va passer à la littérature via l'idée culture. Il est 8h49 sur France Culture. Et l'idée culture, c'est chaque samedi une personnalité du monde des idées qui nous confie son choix d'une œuvre artistique qui l'a particulièrement marqué dans sa vie. Mélanie Chalandon, qui êtes-vous allée voir cette semaine? C'est Henri Atlan, le biologiste, mais aussi philosophe, écrivain, intellectuel. Il vient de publier un ouvrage qui montre comment l'éthique de Spinoza peut rendre compte des états actuels des sciences biologiques et cognitives. Ça s'appelle Cours de philosophie biologique et cognitiviste, Spinoza et la biologie actuelle chez Odile Jacob. Et alors le choix de Henri Atlan reflète certainement sa passion pour la connaissance. Eh bien, écoutez, j'ai beaucoup cherché et ça m'a rappelé quelques ouvrages comme ça qui, je crois, peut-être ont joué un rôle déterminant dans la suite de mes engagements dans différents travaux de recherche. Et ce qui m'est venu à l'esprit, c'était Le jeu des perles de verre de Hermann Hesse. Je me rappelle qu'il s'agissait d'une province, évidemment une province complètement imaginaire, la province de Castelli, où la valeur suprême était justement la connaissance. Et il y avait un ordre qui sélectionnait d'une certaine façon les membres les plus doués de cette province qui pouvaient progresser dans cet ordre.
et jusqu'à atteindre le sommet supérieur qui était le grade de ce qu'ils appelaient le maître du jeu, le magister ludi, le maître du jeu. Parce qu'en effet, cette recherche d'une connaissance qui devait englober pratiquement toutes les pensées, toutes les connaissances humaines, était vécue et présentée comme un jeu. Et c'était un jeu, en effet, où il s'agissait évidemment de gagner, comme dans tous les jeux, mais chaque fois avec des enjeux qui étaient ceux, justement, d'un progrès dans la connaissance de différentes sortes. Chacun de ces domaines obéit, en fait, à ses propres règles. Et moi, je me suis toujours attaché à respecter les règles de chacun de ces jeux, sans essayer de faire une espèce de grande synthèse, parce que ça me semblait illusoire. Et donc, voilà. Quand dans les conflits des intérêts, la vérité est en danger d'être dévaluée, défigurée et violentée comme l'individu, la langue, les arts, comme toute création organique est le fruit subtil de toute autre culture, alors notre unique devoir est de résister et de sauver la vérité. Le castalien ne doit donc pas devenir un politicien. L'esprit n'est bienfaisant et noble que lorsqu'il obéit à la vérité. Dès qu'il la trahit, dès qu'il perd le respect, qu'il devient vénal et souple à discrétion, il est le diable en puissance. Et alors, excusez-moi de vous dire ça, mais je ne m'occupais pas tellement de la société à l'époque. Je m'occupais surtout de moi-même. J'étais un petit garçon, qui est devenu un adolescent, évidemment, qui devait se débrouiller dans les circonstances que la vie nous offrait à l'époque, qui étaient d'ailleurs des circonstances pas toujours très rigolotes, puisque c'était la Deuxième Guerre mondiale. Mais enfin bon, voilà. Vous vous intéressez beaucoup à Spinoza depuis de nombreuses années. C'est l'objet de votre dernier livre. Oui. Est-ce qu'il y a un lien? Qu'est-ce qu'il peut y avoir des ponts, des liens entre ce roman qui vous a marqué quand vous étiez jeune et puis aujourd'hui Spinoza? Écoutez, si on me pose la question, alors on peut trouver effectivement un lien qui est très simple. C'est tout simplement s'engager dans un chemin dans lequel la connaissance est la valeur suprême, quoi. Dans tous ces cheminements, et à commencer d'ailleurs par celui de Hermanès, en tout cas celui de la Castalie, du jeu des perles de verre, eh bien on voit, en tout cas c'est comme ça moi que je l'ai vécu tout le temps, que la recherche du comment sont les choses, c'est-à-dire la connaissance en réalité c'est la recherche de savoir qu'est-ce qui se passe, quoi, comment sont les choses. Et dans cette recherche, alors évidemment la raison joue un rôle très important, mais pas le seul. C'est-à-dire qu'il y a aussi une mobilisation, donc pas seulement de la raison, mais aussi du vécu et du ressenti, si vous voulez, exactement comme dans un jeu. C'est pour ça que quand on me demande, moi, qu'est-ce qui m'a poussé à faire de la recherche scientifique, eh bien, ma réponse, c'est pas du tout comme chez certains de ses collègues, c'est pour sauver l'humanité ou pour guérir toutes les maladies ou tout ça. Non, pas du tout. C'est pour en jouir, quoi. C'est tout. Voilà. Pour jouir justement du plaisir de la connaissance. Hermann Hesse, Le jeu des perles de verre, vous l'avez lu, Christiane Non, Taubira? je vais le faire. Ça vous a donné Ça m'en envie, en tout cas. Très envie. Et ce sont les plus beaux cadeaux, ça, lorsque quelqu'un vous indique un livre qui va vous apporter du bonheur. Il y a quelqu'un d'autre qui veut vous faire un petit cadeau. Il n'est pas là, Jackie Durand, parce qu'il est parti sur les routes de France pour Libération, le journal dans lequel il écrit. Et donc, il a pris le train, Jackie Durand. Il est près de Tours. Bonjour, Jackie. Bonjour Caroline. Je crois donc que vous êtes près de Tours, mais je crois aussi que vous avez une adresse à faire à notre invité. Oui, j'ai écrit un petit mot à Madame Taubira, si vous le permettez. Chère Madame, quand j'ai appris que vous étiez l'invitée de cette matinale, je me suis souvenu d'un article sur vous où il était question de nourriture, mais impossible de remettre la main dessus. Je me suis donc adressé aux bonnes fées de la documentation de Libération, qui l'ont retrouvé. Il s'agit d'un article paru dans Paris Match au Nouvel An 2014. Vous étiez alors ministre de la Justice, de retour pour les fêtes de fin d'année dans votre Guyane natale. Alors vous posez à la pointe Buzaré, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce. Absolument. Pieds nus sur les rochers, il y a le vent qui ondule vos cheveux, vous avez un drôle de petit panier à la main. On se dit que ça doit être pas très pratique ce petit panier pour faire le marché, surtout qu'on vous retrouve après sur une photo sur le marché de Cayenne. Alors, il faut qu'on vous dise, Mme Taubira, nous, on a une vraie tendresse pour les stories photos dans les magazines People. Même si parfois on se dit que la vie, ça doit être un peu moins simple que dans les mises en scène comme ça, léchées pour Leica et Kodachrome. Mais vous savez comment c'est la vraie vie, Mme Taubira. Le diable se loge souvent dans les détails.
et au-delà des détails des dossiers d'instruction, par exemple. Dans l'article de Paris Match, il y a une photo pleine page de vous avec vos sœurs, Nicole et Monique. Vous êtes dans la cuisine de Nicole et la légende dit « Ici, elle retrouve des plaisirs simples, préparer un colombo avec ses deux sœurs ». Alors, le coup des plaisirs simples, on connaît depuis un bail en communication politique. On nous présente comme ça des belles photos et on nous dit que les têtes couronnées ont des plaisirs simples comme nous, faire la sieste le samedi, écouter Johnny sous la douche ou préparer des crêpes le dimanche soir. C'est ainsi qu'on nous a fait gober, Giscard jouant de l'accordéon, Mitterrand et ses chaussures de randonnée toutes neuves pour gravir la roche de Solutré, ou Sarkozy faisant son jogging en s'agitant comme un papillon de nuit. Donc, Madame Taubira, on ne sait pas si vous êtes un cordon bleu du Colombo ou pas, mais ce qui est sûr, c'est que votre main en train de touiller ce plat des Antilles ne fait pas semblant. Vous êtes à côté de la marmite, elle a visiblement pas mal d'heures de vol, cette marmite, et tout en touillant le Colombo, vous tournez la tête vers vos sœurs et vous êtes visiblement en train de discuter. Il y a dans cette photographie une évidence qui ne trompe pas, celle de la cuisine qui rassemble, qui célèbre les retrouvailles, qui raconte des histoires de famille. On est loin ici de ces images de papier glacé avec coupe de fruits opulente, cafetière à expresso rutilante. On est ici dans un petit bordel délicieux de l'intime, des confidences et des souvenirs. Alors, je voudrais vous poser une question en vous soumettant une phrase d'un grand cuisinier qui s'appelait Alain Chapelle. Il dit « La cuisine, c'est beaucoup plus que des recettes ». Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase? Mais Christiane absolument, Taubira absolument. Alors, il y a une finesse dans cette chronique qui est absolument éblouissante. Vraiment, je vous dis ce que je ressens là d'avoir écouté ces mots, parce que je crois qu'il a vraiment tout perçu. Nous avons été très, très réticents. D'abord, moi, je déteste, enfin, bon, ça se sait maintenant, je déteste avoir affaire aux médias. Pas parce que je déteste les journalistes, mais parce que voilà, j'ai horreur de me mettre en scène, je n'ai aucun narcissisme, bon voilà, je déteste vraiment ça, c'est-à-dire que je vais en traînant les pieds. Là, j'ai vraiment, bon voilà. Merci d'être venu jusqu'au bout. Non, en plus chez vous, je viens plus volontiers. Chez vous, je viens plus volontiers, on a le temps, on traite de sujets que j'aime souvent, etc. L'actualité politique, je n'aime pas toujours la commenter, même souvent, je n'aime pas la commenter. Donc voilà, chez vous, c'est autre chose. Non, dans cette chronique, il y a une finesse extraordinaire, une très grande subtilité parce que je crois qu'il a vraiment tout perçu. J'y suis allée en traînant les pieds, je fais contre mauvaise fortune bon cœur, ma sœur accepte, mais on est toutes réticentes, mais bon voilà, c'est une femme journaliste, on accepte. Il a perçu que dans les vieux, il y a un proverbe créole qui dit, traduit en français, que c'est vraiment dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleurs potages, donc c'est dans les vieux canaris, on appelle ça comme ça. Donc plus c'est vieux, plus ça garantit la réussite du plat. Moi, je suis pas très douée, mais les finitions, c'est moi. Les derniers trucs à faire, c'est moi. Et puis, c'est vraiment un art de vivre, quoi. C'est un plaisir, c'est être ensemble. Et ma sœur, chez qui nous nous sommes retrouvés, c'est ma grande sœur, qui, dès la mort de ma maman, est à nos côtés, très protectrice. Et c'est chez elle que nous nous retrouvons tous, frères et sœurs, toujours à des moments très particuliers qui sont très liés à moi, parce que c'est moi la plus globe-trotteur, la plus nomade de la famille. Ce qui est très lié à vous aussi, Christiane Taubira, c'est le choix musical. Ou plutôt les choix musicaux que vous nous avez proposés. Vous nous en avez donné 2. Je vais vous laisser le choix vous revient. Vous nous avez proposé Respect, Aretha Franklin, et vous nous avez proposé une chanson de Tracy Chapman, All That You Have Is Your Soul. Laquelle vous souhaitez-vous entendre? D'abord, vous m'en avez demandé 2, fallait pas m'en demander 2 pour me demander après d'en sacrifier une. Allez. D'en sacrifier une. Alors peut-être Respect de Aretha Franklin. Alors on écoute Respect.